Je me présente, je suis Stéphane Dumont, président cofondateur de Revolver 3, en fait une agence qui existe depuis près de 10 ans. Donc, évidemment, on se concentre davantage du côté B2C. On a un portefeuille de clients d'environ 75 B2C, 25 B2B. Mais dans nos processus, dans nos manières de réfléchir avec nos clients, ça correspond pas mal toujours de la même... En fait, on travaille toujours pas mal de la même façon. Évidemment, il y a des drivers décisionnels, si on veut, qui vont être différents au niveau du B2B, mais ça reste qu'il y a des fondements stratégiques sur lesquels on va toujours travailler pour avancer avec nos clients. Donc, aujourd'hui, je traite essentiellement des modes d'interaction en ligne pour générer de la valeur et ultimement générer des transactions. Donc, c'est sûr qu'on voit un gap assez important entre les besoins, si on veut, émotionnels et fonctionnels de l'utilisateur, celui autant le décisionnel qu'autant l'entreprise que le consommateur a des besoins ultimement très différents de l'entreprise et les attentes sont différentes. Donc, il y a vraiment un gap d'une part de perception, mais un gap aussi au niveau des attentes. Donc, il y a deux grandes solitudes qui ont de la misère un petit peu à se parler et je vais essayer de vous alimenter pour essayer de bridger le gap, si on veut, donc de rapprocher ces deux grandes solitudes-là aujourd'hui par différents moyens. Certains outils, je ne vais pas me concentrer sur le côté technique, plus sur le côté plus stratégique, comportement du consommateur, entre autres. Donc, comme je vous mentionnais, deux grands pôles. Évidemment, les médias sociaux, c'est un moyen. Donc, le côté social, comme vous savez, je n'invente rien aujourd'hui, donc existe depuis des lunes. Les technologies viennent supporter, alimenter, bonifier, si on veut, et catalyser, faire exploser, si on veut, ce phénomène-là. Et de l'autre côté, il y a l'entreprise qui ne sait pas trop comment se servir de ça, mais au centre, il y a toujours l'utilisateur, le consommateur ou le client, ce qui fait en sorte que quand on veut se rapprocher de lui, c'est là, selon moi, que l'entreprise devient sociale. Donc, à travers toute la chaîne de valeur de l'entreprise, il y a des fondements stratégiques ou des fondements importants qui viennent bouleverser l'entreprise. On voit chez nos clients, en fait, plus l'entreprise est grande, moins plus elle a de la difficulté, si on va s'adapter à ce nouveau contexte-là, plus l'entreprise est petite et simple, plus elle est agile à s'adapter à ce nouveau contexte-là. Donc ça, je sais, je ne vous apprends rien, mais ça reste que sur le web, c'est un reflet évident de la complexité des organisations dans la manière dont ils abordent ce nouvel enjeu-là qui n'est plus du tout nouveau, parce que tout le monde est maintenant là-dessus, je l'espère. Donc voilà. Donc, en fait, entre les deux, est-ce que, selon vous, ce serait... Les médias sociaux, il faut l'aborder de manière à créer des ponts ou de créer des expériences du type la plus rapide des montagnes russes. C'est quoi le feeling qui vous vient en tête quand vous abordez la thématique des médias sociaux au sein de vos organisations? Simplifier le travail? OK. Donc, évidemment, on est dans la paresse, on veut peut-être aller de ce côté-là, c'est ça? Ça reste que la complexité elle est très grande, comme je vous mentionnais. Dans l'entreprise qui est petite va avoir de la facilité à s'adapter dans ce contexte-là, mais ça reste la complexité, elle est forte. Et le but ultime derrière tout ça, c'est d'alimenter le consommateur et d'échanger avec lui pour créer un engagement, une émotion forte. Donc, même si c'est du B2B et qu'on pense que le cadre rationnel du modèle mental décisionnel d'un dirigeant va être complètement rationnel, c'est faux. Donc, la décision, ultimement, revient. L'émotion va venir convertir, si on veut, va générer l'action. Donc, évidemment, j'aurais tendance à dire que c'est plus à droite, mais ça reste que c'est les deux. Donc, les deux, il faut créer des ponts forts, mais ça reste que pour favoriser l'engagement, il faut créer des émotions fortes avec ses audiences. Donc, c'est les deux. Je mets ça, là, je fais un petit clin d'œil à mon fils. Là, mon fils ne l'aime pas, ce petit gars-là, puis c'est Bob le bricoleur. Bob le bricoleur, en fait, il est sympathique, c'est comme le bon papa, il est trop parfait, mais ça reste que ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'il ne faut pas engager des Bob le bricoleur, si on veut, pour bâtir ce genre d'expérience-là. Ça prend des gens qui, même s'il est très fort, très beau, très bon, très fiable, il faut éviter tout ce qui est gourou, ninja, tout ce qui est... En fait, tout ce qui arrive de nouveau, là, je pense qu'il faut concrètement se concentrer sur des gens qui ont l'expérience d'aller en profondeur, si on veut, dans leurs actions. Et moi, il me fait rire, Bob, mais ça reste que, fondamentalement, est-ce
On veut ajouter de la valeur dans l'organisation, donc il faut prendre le temps de bien choisir les bons individus. Donc, est-ce que c'est les médias sociaux, principalement B2C, B2B, c'est quoi les grandes différences? En fait, il y a des grandes différences, mais les différences, je vous dirais, c'est vraiment plus dans les types d'actions. Comment on va aborder la problématique des sphères d'influence, par exemple? Comment on va influencer le décideur final, donc l'acheteur, à poser l'action tant recherchée, donc le résultat attendu. Ça reste que les fondements, les principes derrière tout ça sont les mêmes. Donc, nous, on a tendance à appeler ça plus du business to community. Donc évidemment, communauté, on peut parler de communauté d'intérêt, communauté d'expertise. Donc, un acheteur va chercher des expertises, par exemple, des produits bien spécifiques. Donc, va avoir un intérêt particulier. Derrière tout ça, il va y avoir tout un processus qui va être similaire au consommateur. Au point de vue consommateur, bien évidemment, s'il s'intéresse aux chiens, par exemple, il peut s'abonner à une communauté de chiens et échanger avec différents individus pour justement améliorer la vie de son chien. Donc ça, c'est des exemples qu'on parle avec nos clients Fido, par exemple. Ça n'a pas tout à fait rapport comme discussion, mais c'était juste un exemple. Évidemment, vous n'hésitez pas. Donc, comme je vous mentionnais, l'objectif, c'est de contaminer toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, à tous les niveaux, l'entreprise va être touchée. Et là, on arrive dans le vif du sujet. C'était juste, j'arrive avec quelques chiffres, en fait. Donc, une mise en contexte rapide. Le feu, ça, c'est une image d'un film dont je ne sais pas le nom, désolé, je n'ai pas la source. Mais le feu, en fait, est le premier outil de socialisation. En fait, je me plais à dire ça, c'est peut-être pas ça nécessairement, mais ça reste que les gens, fondamentalement, se sont rassemblés devant un feu. Deuxième étape, on parle de la table est peut-être probablement la deuxième invention. Donc, les gens en famille ou autour d'une table de conférence ont échangé pour justement créer des nouvelles choses, créer des dialogues, donc bonifier, créer des liens ou une affiliation. Et le troisième point, je me suis choisi un dessin le plus laid possible, si on veut, pour l'invention du web des réseaux. Donc, je dirais que c'est le cheminement simplifié à sa plus simple expression de l'invention des réseaux, de la socialisation, si on veut, ou des fondements de la socialisation. Donc, quelques chiffres. 90% des achats sont sujets à une influence sociale, donc que ce soit web ou en ligne. C'est non négligeable, c'est le point numéro 1. C'est l'influence numéro 1, donc c'est fondamental. Deuxième chiffre, 70% des achats sont influencés par le web. Donc, nécessairement, que ce soit web mobile ou autre, il y a 66% des achats qui sont influencés par le web, le rating, les commentaires, les sites web, donc que ce soit des actifs sociaux, des actifs primaires, c'est-à-dire des présences de marques, c'est influencé par ça. Rapidement également, en 2015, 50% des achats en ligne seront faits via le mobile social. Ça veut dire quoi? Ça, tous les achats en ligne vont passer par le mobile social, quand même assez important. Donc, il y a un nouveau trend de fond qui va prendre le dessus des conversations bientôt. Ça, c'est le commerce social, social commerce. Donc ça va faire partie de notre quotidien à tous les jours. L'idée étant de raccourcir, enlever le plus d'étapes possible entre une couche émotionnelle, donc en l'occurrence, le social vient créer de l'émotion, et une transaction. Donc, plus on raccourcit le processus, plus les chances de transaction sont élevées. Donc, moins on perd de monde dans le funnel de conversion. Donc, un consommateur suit en moyenne 6,3 marques, quand même assez élevé. Donc, on peut remarquer aussi dans nos études qu'une marque qui est, par exemple, fan d'une page Facebook, par exemple, dans le domaine de l'alimentation, va augmenter son panier d'achat annuellement de 70 $. 71 $ et quelque chose, j'ai oublié le chiffre exact. Ça pour dire que personnellement, elle va dépenser 71 $ de plus, mais sa valeur totale va être cumulée autour de 135 $. Pourquoi? Parce qu'elle a une influence sur ses pairs, donc elle va engager d'autres personnes dans ce mouvement-là, donc elle va attirer des gens à s'affilier ou s'engager envers cette marque-là. Et donc, il y a différentes étapes qui font en sorte que sa valeur peut passer entre 70 $ d'achat supplémentaires et 136 $. Donc, évidemment, ça peut faire beaucoup d'argent en bout de ligne si je suis un individu, un décisionnel dans une organisation qui vend des produits alimentaires. Je pense que je le prendrai en grande considération. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres.
Donc, les évaluations, il ne faut pas avoir peur des évaluations. Nos clients ont souvent peur de ça. On en a parlé à plusieurs de nos clients depuis plusieurs années. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur de se lancer de se mettre en avant-plan, si on veut, pour recevoir des claques en arrière de la tête. Mais quand même 4,3 sur 5 en moyenne, donc c'est quand même élevé. Et je crois, dernière statistique, 70% des conversations sur une marque sont positives. Ah oui, c'est ça, j'ai l'autre à l'inverse. 8% sont négatives. Donc, comme je mentionnais, il ne faut pas avoir peur de ça. Donc, Altimeter Group, en fait, comme je mentionnais, Social Commerce va prendre beaucoup de place. Donc l'idée, c'est par toutes sortes de fonctionnements stratégiques d'analyse et de mise en action, si on veut. L'objectif étant d'anticiper, personnaliser et énergiser l'expérience commerciale, si on veut, d'un individu, que ce soit au niveau B2B et B2C. Donc, évidemment, avec LinkedIn, il y a d'autres moyens de le faire. Les outils commencent à être plus présents au niveau du B2B, donc ça se développe en grande vitesse. C'est un exemple rapide, en fait, que j'ai mis. Social commerce, en fait, ou le social shopping, ça existe depuis quand même quelques années, très peu mis en application par les détaillants. Ça, c'est un exemple spécifique, en fait, d'une plateforme, en fait, sociale, donc qui est branchée avec Facebook Connect Open Graph. Donc, l'idée étant de se brancher, de voir tout de suite les amis qui sont présents sur cette plateforme-là et de naviguer par deux types de façons, par les intérêts de ses amis. Donc, si mes amis aiment ça, il y a des chances que j'aime ça, j'ai des intérêts communs. Et par type, par topics, en fait, par sujet. Donc, et évidemment, il y a toutes les fonctions qui nous permettent d'enregistrer des wishlists par coup de cœur, et différents autres éléments. Donc, ce qui fait en sorte que non seulement, en fait, l'idée aussi étant d'augmenter la valeur à vie ou de garder ou de capter cette émotion-là sur une durée de temps plus longue. Donc, l'idée, c'est quand tu gardes et que tu partages une wishlist, bien évidemment, il y a tout un cercle vertueux qui se bâtit autour de ça. Donc, les amis, si on veut, viennent contribuer, ajouter, te conseiller, si on veut, autour d'un achat. Donc, évidemment, il y a une validation sociale qui vient renforcer ton processus d'achat. Mais aussi, si tu n'es pas prêt à l'acheter tout de suite, tu viens juste dire à tes amis, moi, j'aime cette marque-là, je l'endosse. Évidemment, je ne suis peut-être pas prêt à m'acheter ça maintenant. J'anticipe peut-être dans le futur. Donc, ça devient en même temps des études de marché en temps réel pour les détaillants. Oui, pardon. Oui, c'est Biosphere. B-U-Y-O, Sphere. Je crois que c'est .com. Comment? C'est montréalais? Ouais. Jérôme Paradis, bon, c'est bon à savoir. Donc, il y en a quelques-unes des plateformes comme ça. En fait, il y en a plusieurs des plateformes comme ça. Je dirais que celle-là, c'est une des... Je trouve que l'expérience utilisateur est super agréable, c'est simple. C'est au goût du jour dans le sens que c'est branché directement avec Open Graph de Facebook. Donc il n'y a pas de création de profil particulier, contrairement à d'autres plateformes que j'ai vues. Aujourd'hui, fondamentalement, dans le cadre de la présentation aujourd'hui, la seule chose que je veux que vous reteniez, c'est que soyons un petit peu plus customer-centric ou client-centric. Donc, en fait, il faut même aller plus profondément que ça. C'est l'individu qui compte, donc, et non toutes les datas socio-démos. Il faut vraiment aller plus loin que ça. Donc, le client, c'est le point de départ. Chose que je remarque souvent chez nos clients, c'est qu'on a difficulté à faire la distinction entre communauté versus réseaux sociaux. Deux choses complètement différentes. Ça ne veut pas dire que les deux ne sont pas intimement liés, mais on retrouve des communautés d'intérêt ou des communautés d'expertise dans les médias sociaux. On peut penser à une communauté d'intérêt, par exemple, comme Link Québec. Pour moi, c'est un réseau social dans lequel gravitent plusieurs communautés d'intérêt. Donc, l'idée de l'intérêt, évidemment, c'est d'avoir un noyau central, des gens qui vont se battre, si on veut, pour avoir le meilleur contenu possible. Il y a un noyau dur qui vient générer de l'expertise et qui vient alimenter d'autres personnes qui vont graviter autour. Dans le cas des médias sociaux, c'est vraiment le tissu, le réseau, les liens sociaux qui comptent. Donc, je peux avoir aucun intérêt avec un ami d'enfance, mais ça reste qu'il est dans mon réseau social. Puis, je m'entends bien avec. C'est vraiment la grande distinction à faire. Pourquoi je vous mentionne ça? Bien, tout simplement parce que dans l'approche stratégique qu'on doit adopter envers nos audiences, si on veut, bien,
évidemment, on peut y aller, l'idée c'est d'y aller par persona, donc de définir des personnes types, si on veut, qui ont les deux en fait, qui ont des sphères personnelles. Dans le cas de produits spécifiques, l'idée c'est d'y aller principalement par intérêt. Donc les sphères personnelles, bon, il y a des différentes formes de social graph, si on veut, mais évidemment, on peut penser que, par exemple, ici, ça peut être une communauté d'intérêt, par exemple, liée à l'expertise du web, par exemple. Donc, l'idée étant d'utiliser les différentes sphères d'influence pour justement passer son message, passer son produit et service. Donc, évidemment, cette personne-là a des besoins et attentes. En fait, tout le monde a des besoins particuliers différents. Donc, il n'y a aucune personne qui peut être traitée de la même façon. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais il y a des différentes façons, surtout en B2B, ça devient de plus en plus rentable, entre guillemets, de faire du remarketing. Donc évidemment, utiliser les données sociales, utiliser les données analytiques provenant du site web, par exemple. Donc, en cumulant les données de tous les points, les éléments qui génèrent du trafic sur votre site, du trafic qualifié. Le site, par exemple, via Google Analytics, va cumuler plusieurs données ou via d'autres outils des CRM sociaux, si on veut, de social CRM, va nous permettre de cumuler beaucoup de données riches qui vont nous permettre de créer une expérience unique pour chaque utilisateur. Donc, une expérience pour un utilisateur. Donc, ça devient assez puissant. Donc, on peut collecter les données comportementales d'un individu qui vient magasiner sur notre site web sur différents éléments. Donc, je montrais le site de Biosphere, par exemple. Bien, ce serait assez facile d'intégrer ces notions-là pour que justement chaque individu puisse avoir son expérience unique en fonction de son comportement de navigation. Je sais que j'en ai perdu quelques-uns, je m'en excuse, mais je vais tenter de me rattraper plus tard. Donnez-moi un exemple de CRM social, par exemple. Un outil? Oui. Il y a Oracle qui en a un, Microsoft CRM intègre de plus en plus, mais c'est un phénomène nouveau. Donc, on va le voir, Salesforce, par exemple, il y a d'acheter Radian 6. Bien, là, évidemment, il va y avoir une émulation. On va s'en aller de plus en plus vers le CRM social. Il y a différentes fonctions qui existent, mais l'idée, c'est d'arriver de plus en plus vers ça. Donc, c'est un phénomène en mouvement qui est très à étudier de près dans les organisations B2B. Donc, aujourd'hui, évidemment, quand on s'adresse à des gens qui ont des besoins différents, l'écosystème des organisations, l'écosystème social des organisations, des marques, deviennent de plus en plus complexes, sont en mouvement, ça bouge tout le temps. Les clientèles sont hyper segmentées, hyper fragmentées plutôt. Donc, c'est difficile de les retrouver. On a de la misère à les pêcher, surtout les jeunes qui ne sont pas dans les médias de masse. Donc, comme je mentionnais, une approche par persona est hyper importante. Donc, oubliez ces éléments-là. Je vous dirais que oui, il faut cumuler ces éléments-là. Données démographiques, psychographiques, technographiques. C'est important dans l'établissement de nos stratégies, mais ça reste que je reviens à ça. Essentiellement, ce qu'on veut rejoindre, c'est les besoins et les intérêts. Puis ça, c'est drôle parce qu'on n'en parle jamais. On n'a jamais ça dans les briefs clients. C'est très difficile d'avoir des données spécifiques en lien avec les intérêts des individus. Pourquoi? Parce que dans les médias traditionnels, ce n'est pas nécessairement quelque chose... Oui, il y a des éléments en lien avec ça, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est foncièrement demandé, si on veut, dans une planification média, par exemple. Gérer le gap, comme je vous mentionnais, donc l'idée, en fait, comme je vous mentionnais en prémisse, c'est vraiment de rapprocher les deux solitudes. Donc, on part des objectifs de l'entreprise, de la mission, des besoins, les shareholders ont besoin de sous, d'argent, donc ils ont besoin d'avoir des marges. Bon, on va chercher les besoins émotionnels et fonctionnels des individus. Donc, en créant une expérience d'achat, on ne parle plus de funnel de vente, on parle plus d'un cycle continuel. C'est un continuum, si on veut. Donc, le client aujourd'hui va avoir un comportement en 3 étapes, c'est-à-dire pré-achat. Donc, va aller chercher des informations valides. L'information valide ne sera pas nécessairement de l'information d'expert ou de la marque. Oui, ça va arriver, mais ce n'est pas nécessairement l'information primaire. C'est l'information de ses pairs, l'information de gens qu'il connaît
ou qui fait partie de son réseau, qui a une expertise spécifique, va avoir plus de valeur que l'information d'un expert. Et évidemment, dans toute la création, comme je vous mentionnais, il y a 3 sphères, le pré-achat, la consommation du produit, donc l'expérience en consommation. Donc, par exemple, mon téléphone Fido, bien évidemment, j'utilise à tous les jours, donc je vais avoir une expérience agréable. Et le post-consommation, tout ce qui est en lien avec la satisfaction, comment je communique ma satisfaction ou mon insatisfaction avec mes contacts, mes amis. Donc, l'objectif ultime dans la création de cette expérience-là, quand on mappe tout ça, le blueprint, c'est d'avoir le plus de cœur possible et limiter le plus possible de freins. Donc, tout ce qui est négatif, il faut le lister. Il faut trouver des façons de le contourner, même si ce n'est pas facile dans les grandes organisations. Il faut vraiment trouver des façons de le contourner. Il y a on s'est amusé souvent avec des clients comme Fido, par exemple, dans le télécom. On va collecter toutes les données utilisateurs de l'insatisfaction dans la catégorie des télécoms. Et évidemment, il y a peu de surprises parce qu'on le sait déjà, mais le cloud de conversation de Bell, par exemple, l'année passée, en tout cas, à tout le monde, quand on a fait l'analyse, il était vraiment destructeur. Ce n'était pas du tout beau à voir. Donc, ils ont travaillé fort avec le nouveau brand et tout ça, mais ça reste qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Des choses simples, en fait, qu'on a fait avec Fido, c'est qu'on, par exemple, au niveau du service clientèle, on a intégré un channel spécifique à part pour le service client. Donc, dans le cas de d'autres compétiteurs, bien, on voyait des plaintes directement défiler dans la page principale, si on veut, donc ce qui n'est pas du tout approprié, si on veut justement acquérir un nouveau client qui voit ça tout de suite en prémisse, c'est pas, disons que c'est pas intéressant. Donc, le modèle mental de l'acheteur, les choses qu'on fait en fait avec nos clients, c'est sûr que ça demande des budgets un petit peu plus importants, mais l'idée, c'est d'analyser concrètement par des méthodes ethnographiques ou ethnographiques combiner le virtuel et le réel, si on veut, dans le cheminement qu'un individu va prendre pour faire l'acquisition d'un produit ou d'un service. Donc, ça devient super intéressant parce que par-dessus ça, ce blueprint-là, si on veut, on peut associer toutes les stratégies tactiques, les éléments qui vont influencer l'achat positivement et comment le web peut venir renforcer ce modèle de pensée-là d'un client. Donc, évidemment, ce n'est pas c'est pas uniforme, si on veut, c'est-à-dire que chaque individu peut avoir une réflexion différente, mais ça reste qu'en allant auditer, si on veut, ce modèle mental-là de différents personas, ça reste que je pense qu'on va chercher quand même le 80% qu'on va aller chercher pour avoir des résultats probants dans le futur. Donc, il y a différentes façons de voir cette loupe-là, si on veut, ou ce continuum-là. Une des façons de le voir, évidemment, c'est de considérer l'achat, de l'évaluer, puis après ça, de revenir rapidement dans un cycle qui est un peu plus dynamique, donc qui est plus émotif, si on veut, et qui va chercher à reconduire, si on veut, cet achat-là et à aller chercher des nouveaux consommateurs. Juste un exemple comme ça, on a un client qui s'appelle AgroPur dans le domaine de l'alimentation. On avait bâti toute une stratégie. En recueillant, si on veut, toutes ces données-là sociales en ligne, des conversations, on s'est rendu compte que les gens, il y avait 18 000 conversations au Québec seulement qui parlaient de fromage. Mais on s'est rendu compte que les gens ne portaient pas nécessairement attention aux marques, ils portaient principalement attention au contexte, donc aux événements entourant le fromage, donc les vins fromage, la raclette, donc différents événements entourant ça. Puis oui, effectivement, ils vont mentionner qu'ils aiment des types de fromage, mais c'était le plaisir qui prenait le dessus, donc on a renversé la stratégie, puis on a créé la plateforme Plaisir et fromage. Donc, c'est des genres de choses qui apparaissent simples en apparence, mais qui vont complètement changer le portrait en recueillant des données de cette nature-là. Donc, campagne versus plateforme. Bien, dans l'agence, en fait, il y a beaucoup de compagnies en fait, qui travaillent encore, puis c'est correct. Je pense qu'il faut s'assurer qu'on atteint des objectifs quantifiables dans un délai assez court, mais aussi il faut penser à long terme. Donc, comment créer, bonifier la valeur à vie de nos clients? Souvent, ça passe par les plateformes. Ça ne veut pas dire que la plateforme ne peut pas être bonifiée dans le cadre de campagne ou enrichie. Ça passe souvent par les plateformes, c'est souvent de l'utilité. On va offrir une utilité qui est supérieure à un gain court terme. Donc, l'objectif, c'est de renchérir, si on veut, la relation. Donc, je prends un exemple. Par exemple, North Face va créer son application où il y en a plusieurs applications de ce type-là,
pour avoir de l'information stratégique, d'information sur les centres de ski. Donc, toutes les conditions, toutes les données intéressantes qui vont nous permettre, en fait, de choisir la bonne journée pour aller skier, donc le matin même. Ce n'est pas en lien avec le produit direct, mais c'est en lien avec l'expérience globale que la marque veut véhiculer. Puis ça crée une réelle valeur pour l'utilisateur. Donc oui, effectivement, tu as quelque chose dans ta poche qui est utile. Tu ne téléchargeras pas une application que tu vas vouloir te départir une semaine après parce que tu as déjà fait l'achat ou l'acquisition de ce produit-là. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a différentes façons d'aborder la thématique des plateformes et des campagnes. Donc, dans le bas ici, on a plus les campagnes et les plateformes. Donc ça, c'est un graphique que j'ai recueilli. On a nos propres graphiques, mais je trouvais cela intéressant de la manière qui était segmenté. L'idée étant d'augmenter, si on veut, l'engagement à travers la plateforme et augmenter la valeur à vie du client. Donc, on le voit aujourd'hui, le client fait un peu des zigzags, c'est-à-dire qu'on n'a pas le contrôle sur la trajectoire optimale que le client va adopter dans l'acquisition d'un produit ou dans l'expérience d'un service. Mais là, ce qu'on se rend compte, évidemment, c'est que oui, dans l'approche netnographique, c'est qu'on va comprendre son modèle mental, mais ça reste que, c'est ça, on passe d'un modèle ici de campagne de persuasion, comme vous voyez ici, à un modèle de création de valeur. Donc, dans la création de valeur, évidemment, comme je vous mentionnais, il y a les applications mobiles, il y a les communautés d'intérêt. Donc, par exemple, dans le B2B, mais évidemment, ce serait une bonne stratégie si vous êtes dans le service de créer, par exemple, une communauté LinkedIn pour aller chercher justement, créer de l'attraction envers une audience qui est prête à acheter votre produit et qui a besoin de cette expertise-là. Donc, l'expérience produit, l'expérience service, le magasin, Twitter qui vient renforcer, si on veut, l'expérience du service. Donc, c'est tous des éléments qui doivent être circonscrits dans une planification à long terme. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel on doit s'attendre à un retour à très court terme. Par contre, ces éléments-là de création de valeur vont créer de l'émulation, donc vont créer du bouche à oreille positif envers notre marque, vont générer, si on veut, un volume d'achat plus important. Donc, le panier d'achat va être plus grand sur une base annuelle que passer dans un mode qui est plus attraction, si on veut, ou plus attaque, entre guillemets, donc créer de l'attention. C'est bon de créer de l'attention, mais je pense que ça prend un bon dosage entre les deux. Donc, quelques cas inspirants rapidement. Je vais vérifier mon temps, donc ça passe assez vite. Quelques cas, boutique en ligne, branché avec Facebook Connect. Levi's a en fait mis la barre, pas la barre haute, mais c'est-à-dire qu'il a été un des précurseurs, si on veut, dans le commerce social. Donc, comme je vous mentionnais, l'idée étant de raccourcir le modèle mental, d'ajouter la couche émotionnelle, puis s'assurer que la validation, parce qu'ici, on a la validation des pairs tout de suite dans le processus. J'ai déjà des amis qui ont confirmé qu'ils aimaient cette paire de jeans-là et on peut l'acheter directement. Donc, on raccourcit le processus puis on s'assure d'un plus grand taux de conversion. Donc, évidemment, toutes les jeans, les paires de jeans les plus populaires sont présentées en premier. Donc, il y a toutes sortes de mécanismes de filtre aussi également. On se rend compte aussi dans nos études que la vidéo vient ajouter beaucoup de valeur ou vient favoriser la conversion de manière importante. Donc, je crois même que c'est autour de 40 %, j'ai plus l'étude en tête. Donc, il y a des channels YouTube, par exemple, qui font tout dans un, c'est-à-dire qu'il y a des présentations de lignes de vêtements via des vidéos très riches émotionnellement. Et on a tout de suite l'accès à la boutique facile. C'est presque un one-click, en fait. Ultimement, c'est sûr que tout ça va s'intégrer. Donc, on en est là. Je vais passer Zappos. Zappos, South Korea is a unique market. Je vais vous en parler après. Tesco has been evolving itself, adjusting to the local market. It even changed the name itself from Tesco to Home Plus. And at last, Tesco, c'est une it grew épicerie, to en fait. rank number 2 in Korea. Deuxième en Corée. Tesco had to overcome one obstacle, L'idée était de a devenir fewer numéro number 1, of stores compared to the number 1 company, Emart. sans investissement supplémentaire. Could we become number 1 without increasing the number of stores? We made an in-depth study into Koreans once more. Ce sera pas très long. Koreans are the second most hardworking people in the world. For them,
Grocery shopping once a week is a dreaded c'est que les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de se déplacer. Ils ont beaucoup de boutiques, beaucoup d'endroits pour shopper. Mais les gens n'ont pas le temps. Donc, les transactions, il n'y en a pas assez. Les délais d'attente est trop long en magasin. Donc, l'idée, c'est qu'on crée dans les métros des boutiques virtuelles, en fait. On peut faire une commande en ligne via un QR code. Donc, évidemment, ça a encoré le taux de pénétration de ces appareils-là avec déjà embeddé dedans le lecteur de QR code est très important et Scan the QR code with your phone and the product automatically lands in your online cart. L'utilisation est très importante en fait du QR code là-bas. Je ne sais pas, sûrement When the online purchase is done, it will be delivered to your door right after you get home. C'est probablement People can relax more after work and on weekends. Oui, effectivement, c'est un taux de... disons que les commandes ont augmenté de manière importante, donc voilà. People can shop at Tesco Home Plus wherever they go. Mais effectivement, ils ont gagné leur pari, ils sont devenus Moreover, we could change their waiting time to shopping time. South Korea is a unique market. Donc, le modèle iTunes, comme vous savez, quand on achète de la musique, on peut tout de suite faire un achat, donc impulsif, rapide, sans être obligé d'entrer son information. Donc, théoriquement, il y a un compte, une fois que tu as intégré ton information, c'est un one-click, c'est réglé. Donc, on passe à l'autre étape. Bon, celui-là, je vais le passer vite, mais ceux qui ont entendu parler du buzz, les fameuses espadrilles de Retour vers le futur, de Nike, en fait. Ils ont créé toute une atmosphère autour de ça, dont Doc est revenu dans le portrait. Évidemment, c'est des souliers très, très dispendieux parce qu'apparemment que la technologie fonctionne pour ce qui est de l'attachement automatique, mais il y a des contradictions, en fait. C'est peut-être pas vrai. Donc, il y a toute une stratégie, si on veut, de création de contenus sociaux. Donc, ça a créé du buzz. Et ça supportait une cause, si je ne me trompe pas. En fait, j'ai oublié le nom de la cause, mais c'est en lien avec Michael J. Fox. Donc évidemment, il y a tout un... Pardon? Parkinson. Effectivement, c'est ça, mais... Oui, merci. Merci, c'est gentil. Donc, ça a créé beaucoup de bruit. Et il y avait seulement 2000 paires. En tout cas, c'est une édition très limitée. Et évidemment, ça a fait du bruit dans les plateformes de type eBay et tout ça, parce que, évidemment, il fallait les vendre quelque part. Je pense que ça a été vendu sur eBay, je ne suis plus certain. Un peu plus proche. En fait, nos clients nous demandent toujours « fais-nous rêver ». Après ça, on va downsizer nos attentes. Nous, on est toujours branchés sur toutes sortes de sources internationales pour toujours faire de la veille de bonnes pratiques. Les cas de clients d'ici, le problème, c'est que nos clients, on les a souvent déjà vus et souvent, on suit tout le monde ensemble, donc on ne sort pas du lot. Je vais regarder rapidement. Ça, évidemment, c'est encore en Asie, mais il y a des cas simples. Je vais regarder, il me reste 2 cas, je pense. Celui-là est intéressant, mais il est un peu flyé. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent Uniqlo, c'est une grande marque en fait de design international. C'est un peu le Gap, si on veut, mais un peu plus design du Japon. Une boutique à New York, c'est vraiment très beau, je vous conseille d'y aller. C'est pas cher, la dernière fois que je le vends. Là. Donc, tout ça pour dire qu'ils ont créé via Twitter une espèce de file d'attente virtuelle de leur 26e anniversaire. Donc, il y avait l'ouverture d'une nouvelle boutique et ils ont créé des incitatifs pour que les gens prennent la file d'attente via Twitter. Donc, une file d'attente très importante, donc pratiquement sans fin. J'ai les chiffres ici, en fait, dans la prochaine slide. Donc, tout ça pour dire que chaque 26 personnes qui s'alignaient dans la file d'attente, il y avait un rabais important ou de l'argent, des yens pour faire de l'achat de produits. Mais tout ça pour dire que tout ça, là, ça crée beaucoup, beaucoup de bouche à oreille, donc évidemment des conséquences positives sur les revenus directs. En fait, fondamentalement, c'est de bien comprendre les attentes, besoins et attentes des audiences, vos clientèles cibles. Donc, vraiment aller en profondeur là-dedans. Et de bâtir, il y a des éléments sur lesquels on va travailler plus la relation, donc créer l'expérience, le wow factor. Il y en a d'autres qu'on va leur créer du contenu à forte valeur ajoutée qui va être durable dans le temps, donc les fidéliser. Pas juste créer un petit oups, une petite émotion, puis après ça, oups, il va s'en aller, il va passer à autre chose parce que ça va vite, il est sollicité par les concurrents. Donc,
On parle souvent de stratégie de contenu. Dans stratégie de contenu, évidemment, il y a du contenu texte, vidéo, interactif et autres. Donc, dans le B2B, ce que ça peut représenter, par exemple, on peut, par exemple, penser à des conférences interactives sur lesquelles les gens, on le voit souvent, les webinars, ça devient de plus en plus populaire. Donc, ça, c'est quelque chose de concret qu'on peut appliquer pratiquement sans frais. Donc, il y a des outils de streaming, même qui sont gratuits aujourd'hui, sur lesquels, malheureusement, il y a de la publicité dessus. Mais ça reste qu'il y a presque plus de barrières à l'entrée pour se doter de ce type de stratégie-là. Maintenant, comme je vous mentionnais, LinkedIn devient central, donc devient central dans toutes nos actions, en identifiant nos clientèles cibles d'une part, mais aussi les ambassadeurs, les gens qui vont pouvoir transmettre, si on veut, le message avec une forte autorité, si on veut, en lien avec notre expertise. Ceux-là, il faut les travailler au corps. Donc, il faut leur donner des outils. Les hand-raisers, il faut leur donner des incitatifs, si on veut, à continuer. Donc, il y en a qui vont les payer même. Donc, par exemple, SAP, par exemple, va créer un programme de mentors. Donc, des gens qui ont des expertises très pointues dans leur secteur d'activité, bien, ils vont les rémunérer pour qu'ils deviennent des ambassadeurs ayant des expertises spécifiques pour SAP. Par exemple, Walmart va payer des mamans pour parler de choses spécifiques aux enfants. Donc, ils sont dotés d'un programme d'ambassadeurs, mais rémunérés. Donc, il y a différentes actions qu'on peut faire. Ça, c'est un autre cas, en fait. C'est un autre cas dans le B2C. Puis, je ne l'ai pas montré, mais mais je vais le passer parce que c'est relativement simple, en fait. C'est que c'est une compagnie de sièges d'avion. Donc, c'est du B2B. Ils vendent des sièges d'avion à des grandes compagnies aériennes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré les sièges un peu plus vintage pour lancer des nouveaux sièges. Mais le buzz, en fait, c'est qu'ils ont créé des designs avec ces sièges-là, des sièges de collection, mais ils ont créé du contenu en ligne avec un gars, en fait, qui se promène, qui dit « Ça, c'est mon siège, faites attention, c'est mon siège où j'aimerais acheter un siège. » En fait, il se présente à la gate pour s'acheter un billet d'avion. « J'aimerais m'acheter un siège. De quoi vous me parlez? On ne vend pas de siège ici, on transporte des gens. » Donc, il y a différents scénarios super intéressants, très drôles, qui ont renforcé, si on veut, l'engagement envers les acheteurs, si on veut, de sièges de cette marque-là et les compagnies, qui viennent des compagnies aériennes et la marque. Mais essentiellement, c'est du B2B. Sauf qu'ils ont créé un momentum, un contexte qui était favorable, si on veut, à reconduire, si on veut, des nouvelles commandes de leur nouvelle ligne de sièges d'avion, si on veut. C'est sûr que nous, on est une agence créative qui aime ça créer des expériences qui vont vraiment sortir les clients de leur zone de confort, mais toujours basé sur des fondements stratégiques pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Donc, on ne fait pas des affaires flyées pour faire des affaires flyées. L'idée étant d'engager le consommateur puis de l'amener à faire une transaction ou d'augmenter son panier d'achat ou d'augmenter sa valeur à vie. De la misère avec les vidéos. Bon, évidemment, il y en a d'autres. Donc, retour sur émotion, retour sur investissement. Comme je vous mentionnais, les objectifs, bien là, c'est un classique, là, le fameux SMART. Donc, toujours être spécifique, mesurable dans le temps, ça c'est le T. Donc, actionnable ou atteignable et pertinent. Donc, ça, faites pas ça sur une napkin. Pensez-y comme il faut. Il faut vraiment prendre le temps de bien établir ça. Nous, c'est la première chose qu'on fait avec nos clients. On s'assoit et les indicateurs de performance quantitatifs et qualitatifs sont bien définis. Donc, l'idée étant justement de s'assurer que les résultats attendus sont bien clairs de part et d'autre. Mais aussi, l'idée aussi derrière ça, c'est d'optimiser les activités en temps réel. Donc ça, c'est un autre élément que souvent, beaucoup de gens vont oublier, c'est-à-dire on va partir une action, un programme marketing ou une campagne d'acquisition. On s'en va ailleurs, on repart un autre programme, on s'en va ailleurs, on repart un autre programme. Là, on a plein d'actifs marketing, il y en a plein là-dessus, il y a plein d'actions qui dorment un peu et qui vont mourir de leur belle mort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris action pour justement suivre les données en temps réel. Puis, parlant de données en temps réel, je vous parlais de Social CRM. Toutes ces données-là, que ce soit les données provenant des communautés, les données analytiques provenant du site, les données liées aux médias sociaux, donc les contenus qualitatifs et comportementaux, si on veut, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens disent, c'est quoi leurs sentiments, c'est quoi leurs attentes envers la marque. Et le CRM plus traditionnel dans un contexte B2B fait en sorte qu'on entre dans l'ère du social CRM.
Outsuite peut faire partie d'un des éléments de votre stratégie de social CRM. Avec Google Analytics, par exemple, Cloud pour influencer, pour aller chercher les influenceurs, ceux qui parlent en bien de notre marque. Cloud, ça s'écrit avec un K. Oui, K-L-O-U-T, donc c'en est un parmi tant d'autres. Donc il y en a plusieurs. Donc il y a vraiment moyen de faire beaucoup de millage avec quelques outils très peu chers. Donc il y en a des gratuits, évidemment. Donc, mais la complexité là-dedans, c'est qu'ils sont très rares les outils qui font tout. Il y a la complexité de la langue aussi qui vient peut-être ajouter aussi à tout ça, là. Donc le français n'est pas bien supporté souvent. Et le nom des compagnies, des fois, va nuire. Par exemple, on a étudié le cas de la ronde. Bien, la ronde, ça peut devenir complexe d'aller collecter, si on veut, les mots en lien avec la ronde. Donc c'est sûr c'est rare qu'on va dire la ronde de table, mais ça reste que ces données-là on va avoir toutes sortes de données qui vont amener du bruit, si on veut, dans notre analyse. Puis ça, ce graphique-là, je ne l'aime pas du tout, mais ça reste que, ça pour dire qu'il y a un enjeu d'un petit peu de complexité dans la collecte des données. Donc ça, c'est le genre de données sociales qu'on peut intégrer dans le CRM. En fait, essentiellement, c'est la colonne du centre qui est importante. Les profils, les interactions, donc la qualité des interactions, l'historique de consommation, l'historique de la relation, transactions, les préférences d'individus, les données clients, le comportement de navigation. Donc, c'est tous des éléments qui vont faire en sorte qu'après ça, on va décider si on impose des actions automatisées ou des actions humaines, donc relationnelles, avec nos individus. Évidemment, tu ajoutes une couche de règles d'affaires, si on veut, parce qu'il faut se doter de processus. Ce n'est pas n'importe qui peut dire n'importe quoi à n'importe quel client ou consommateur. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Mais ça, essentiellement, là, c'est un graphique qui est à retravailler, mais ça correspond à haut niveau à un processus en lien avec le social CRM. Comme je vous disais, ce n'est pas tous les outils qui vont collecter tout, mais dans le cas d'un outil qu'on utilise beaucoup, nous, c'est Radian6, qui est probablement un des... En fait, il est performant d'une part parce qu'il va chercher un historique très loin dans le temps. Donc, on peut aller chercher très loin dans le temps. Il y en a d'autres outils qui vont aller plus en surface, puis ils vont seulement aller chercher la dernière semaine, par exemple. Ça va être plus du travail en temps réel. Mais Radian6 va être un outil à privilégier, là. Ça en est un parmi tant d'autres, mais ça reste que c'est quand même 600 $ par mois, par compte, par marque, si on veut. Donc ça peut monter assez vite. Puis ça, c'est sans compter la configuration, l'analyse des données, tout ça, là. J'ai mis Cloud aussi. Mais là, je pense qu'on va arrêter ça là, mais sincèrement, je pense que j'ai passé en surface peut-être beaucoup de choses, mais essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est que, bon, oui, il faut bâtir une stratégie de conversation engageante basée sur des fondements humains importants, donc en profondeur. Analyse des insights, comme je vous mentionnais, bien, ça fait partie des intrants, si on veut, pour bâtir notre stratégie. Et il faut recueillir ces données-là en temps réel. Il ne faut pas juste penser. Parce que c'est un écosystème vivant, hein. Les individus évoluent. L'ADN, oui, d'un individu va rester. Les émotions vont rester un peu les mêmes. Mais ça reste que les technologies évoluent tellement vite que le comportement va évoluer aussi en fonction de ces technologies-là. Et socialiser les processus d'affaires de l'entreprise, bien évidemment, plus c'est complexe, plus il faut mettre des politiques en place. Donc, il faut essayer de bouger des piliers qui sont difficiles à bouger. Donc, et évidemment, prendre action. Donc, c'est le plus important, en fait. C'est pour ça que je le mets en rouge, là, parce que c'est très difficile, des fois, de prendre action. Donc, les bénéfices, en fait, consommateurs, augmenter le panier d'achat moyen ou les achats d'un client en moyenne, acquisition de nouveaux clients, renforcement de la loyauté. Et bien là, je termine avec ça. Il y a toutes sortes de buzzwords qui arrivent, les T-commerce, M-commerce, F-commerce. F-commerce étant Facebook, les tablettes pour le T et le M, le mobile. Ça fait longtemps que ça existe, mais surveillez bien le F-commerce parce que Facebook prend beaucoup de place. Donc, gardez le sourire, évidemment, restez humain parce qu'il faut se concentrer là-dessus et prenez les devants. Donc, comme je vous mentionnais, je vous rappelle, c'est les deux. Il faut vraiment faire des ponts et créer un petit peu d'émotions fortes à nos clients. Et oubliez-le, pensez à des gens qui sont capables de bien vous supporter. Et voilà, c'est tout.